Bienvenue donc dans ce webinaire Weborama sur la marketing suite au global. On a plusieurs fonctionnalités sur cette suite. Aujourd'hui, on va principalement parler des lookalikes. On va faire un tour un peu aussi sur déjà les bases, comment ça fonctionne de façon générale, mais aussi chez nous Weborama. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Olivier Leguelec. Je suis directeur des opérations chez Weborama. J'ai rejoint en 2016. Donc en fait, j'ai en charge l'équipe qui s'occupe de déployer d'une part les projets data, mais aussi finalement médias chez nos clients. Et on a aussi en charge finalement la création de fonctionnalités vraiment spécifiques qui répondent à des besoins qui sortent finalement de fonctionnalités classiques de plateforme. Donc un petit agenda aujourd'hui, je vais rapidement passer sur Weborama pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, pour raconter un peu ce qu'on fait. On va ensuite parler rapidement donc des lookalikes, qu'est-ce que c'est? Comment on les construit? Donc on va vraiment prendre un cas, très simple pour vraiment se projeter ensuite sur, quelles sont l'utilisation des données, côté Weborama, quels algorithmes peuvent être utilisés pour des lookalikes. Je vous rassure, on ne va pas non plus rentrer dans la data science pure, mais c'est pour vous montrer un peu la différence qu'il peut y avoir sur le marché. On va rentrer en action avec une petite démo dans la marketing plateforme Weborama pour vous montrer, la simplicité de mise en place, quelques cas d'usage, des pièges et évidemment questions-réponses. N'hésitez pas à tout moment à poser donc les questions-réponses dans la petite interface prévue, dans GoToWebinar. On y répondra à la fin. Petite présentation, voilà, de Weborama. Donc Weborama, on est une data company qui a été créée, donc il y a plus de 20 ans maintenant, en 98. Qui se base sur 4 socles principaux, hein. On travaille beaucoup sur de l'insight, de la segmentation, de l'activation, de la mesure. Donc ça, ce sont finalement des services, mais aussi des produits. Donc on a des produits, vraiment des outils qui peuvent être utilisés sur ces différents leviers et des humains. Donc des humains, je parlais de mon équipe, on a aussi des data scientists, on a aussi des spécialistes finalement médias dans l'activation qui sont en capacité finalement de vous aider sur ces projets-là. Historiquement, on a une activité de data serving, de data management platform et de base de données. Maintenant, ces 3 grosses activités permettent finalement de vous donner accès à d'autres services plutôt que simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des croisements. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. On est un groupe international, donc on est situé à Paris évidemment, donc qui est notre siège, mais aussi Amsterdam, Madrid, Milan, Lisbonne, Moscou, New York et Mexico. Donc avec des clients d'une part locaux, mais aussi internationaux. On a plusieurs projets groupes. On peut notamment citer dans les derniers gains en France, donc oui SNCF par exemple, qui nous a rejoints sur les sujets de marketing plateforme. Mais voilà, c'est quelques exemples de références que nous avons. Et on est un groupe de pas loin de 300 personnes avec une grosse partie sur la R&D, avec plus de 100 personnes. En fait, côté R&D, on investit beaucoup sur la partie R&D pour développer de nouvelles fonctionnalités. Voilà pour cette rapide présentation. Alors, qu'est-ce que le lookalike? Je me suis dit que finalement, pour représenter un peu pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de savoir ce que c'est un lookalike, j'allais partir de cette image et que, en fait, c'est un peu comme ça qu'un algorithme va fonctionner et on va dire, voilà, c'est tout petit, c'est voulu, je suis dans un café et je vois 2 personnes. Donc c'est tout petit, en fait, je me dis: «Bah, il y a une personne à gauche, il y a une personne à droite» et je distingue pas grand chose. Je suis pas vraiment en capacité de dire, qu'est-ce qui les différencie et quels points en commun ils ont. Je sais juste vite fait si je fronce un peu les sourcils, que les yeux, pardon, qu'à droite, la personne porte quelque chose de bleu et qu'à gauche, ça a l'air d'être quelque chose de kaki. Bon, dans ce café, je vais me rapprocher un peu d'eux. Effectivement, ça se confirme. À droite, veste ou chemise, je suis pas encore sûr, kaki. À gauche, ça a l'air d'être une veste, ça a l'air d'être une femme, je suis pas sûr encore à 100. À droite, en tout cas, je commence à être sûr que, bah, cette personne a le crâne rasé. Bon, bah, je vais m'avancer encore et plus j'avance, plus j'ai des caractéristiques qui deviennent claires pour moi. À gauche, la personne semble tenir donc déjà, c'est une femme, maintenant je suis sûr, elle semble tenir un téléphone ou elle se gratte l'oreille, je suis pas encore tout à fait sûr. On va voir à l'étape suivante. En tout cas, elle porte des lunettes. À droite, c'est bien un homme avec une chemise bleue. Et je continue, j'avance. Ah OK, c'est un téléphone qu'elle tient. J'avance encore, elle a une boucle d'oreille et finalement quand on a l'image globale, on se rend compte de qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les différencie. Donc qu'est-ce qui les différencie? Bah, à gauche, j'ai une femme, à droite, j'ai un homme. Je me suis permis de supposer des âges, donc 45-54 à gauche et 35-44 à droite. On a des caractéristiques physiques, on a des caractéristiques aussi dont on n'a pas forcément l'information. On sait qu'à gauche, la femme a un smartphone,
L'homme à droite, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information-là, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette information pour dire, ces 2 personnes, qu'est-ce qui les unit? C'est pas le smartphone, en tout cas, je n'ai pas cette information. Par contre, ils ont chacun un carnet, un stylo, une feuille, un stylo à droite. Il y a un point d'union à ce niveau-là et le café. Moi, a priori, je suis dans un café, tout va bien à ce niveau-là, c'est plutôt logique. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on va se mettre à comparer des gens. Donc, sur une population générale, donc par exemple la population française, et dans cette population générale, je vais avoir des amateurs, des amatrices de café. Ces amateurs et ces amatrices de café, ils vont avoir certains intérêts. Donc, par exemple, là, j'ai mis au hasard du vélo, une vie de famille, du fast-food. Ils vont avoir ces intérêts en commun qui finalement vont les unir. Donc si moi je me remets dans ce café et que je suis en train de faire un sondage, j'embête tout le monde qui est en train de travailler ou en train de se reposer et je leur demande ce qu'ils aiment et je me rends compte que tout le monde dans ce café aime le vélo, le fast-food et la vie de famille. Bah, finalement, quand je vais aller chercher des gens dans la population générale qui aiment à la fois le vélo, le fast-food et qui ont une vie de famille, je vais supposer, bah, que ces personnes aiment le café. Alors évidemment, là, il y a très peu d'informations. Je me suis basé sur le café, de mon quartier. Tout le monde avait ces 3 intérêts-là et finalement, mon a priori, enfin, j'ai un a priori, je me dis: «Bah, tout le monde en France, quand on aime le vélo, le fast-food et qu'on a une vie de famille, bah, toutes ces personnes-là aiment le café». Évidemment, il y a un biais, j'ai pas assez d'informations. C'est là où il va y avoir une question de la donnée. Quelle donnée peut nous être utile pour mieux comprendre les utilisateurs, pour mieux comprendre les personnes de ce café? Alors, la donnée Weborama, on va prendre ce cas-là, mais de façon générale, tout type de données. Que ce soit vos données, que ce soit les données d'un partenaire, que ce soit la donnée d'un data provider autre. Nous, chez Weborama, on a une base de données qu'on va pouvoir utiliser justement pour pouvoir faire ces analyses-là. Donc, quelques petits chiffres, on a 1,3 milliard de profils dans le monde. En France, on oscille entre 50 et 100 millions. Alors pourquoi ça oscille, hein? C'est parce que ça dépend de la navigation des internautes sur le web. Parce qu'on va se baser finalement sur du contenu qu'ils lisent, qu'ils consultent, et en fonction de la volumétrie que nous, on va être en capacité de lire, en fonction de la consommation des Français d'Internet, on va être en capacité de construire plus ou moins de profils. Donc l'été, en général, les gens partent en vacances. Alors, cette année, ça sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, l'été, de façon générale, on a moins de volume parce que bah, les gens partent en vacances, on se connecte moins à Internet. Donc nous, on a à ce moment-là, évidemment, moins d'internautes qui consomment. À l'inverse, tout le reste de l'année, à la rentrée, ou sur le premier semestre d'une année, on a énormément de contenu, donc on a énormément bah, de volume qu'on peut utiliser de consommateurs. Infinité de critères comportementaux parce que, donc comme je disais, nous on se base vraiment sur le contenu qui est lu. Donc un utilisateur qui va aller sur, Blog Automobile, par exemple, c'est pas parce qu'il est allé sur Blog Automobile qu'on va lui dire qu'il est intéressé par les voitures. C'est parce qu'il aura lu du contenu sur ce blog, sur un site ailleurs, sur Le Monde, alors pas Le Monde, parce qu'ils ne font pas partie de nos partenaires de collecte, mais imaginons sur Le Monde, vous allez lire un article sur les voitures, c'est pas tant Le Monde qui vous dit que vous êtes intéressé par les voitures, mais c'est le fait que vous lisez un contenu à propos de la voiture. Et ça, finalement, ça va pouvoir nous dire, bah tiens, cet utilisateur, à droite, à gauche, il lit du contenu voiture, plus ou moins fréquemment, donc il a cet intérêt. Et on peut créer autant de critères qu'on veut, justement, donc voiture, on peut très bien créer aussi, justement, des segments sur, bah, le vélo, par exemple, sur les nouvelles mobilités, sur les nouvelles consommations, par exemple. On est vraiment libre puisqu'on travaille sur les mots. Et score d'affinité, 1 à 20, ça c'est une grosse différenciation, une grosse différence entre notre base et certaines autres bases de données, third party. C'est que chez nous, vous n'êtes pas à l'intérieur ou à l'extérieur d'un segment. Vous êtes dans tous les cas dedans, mais on va vous donner une note de 1 à 20. Et cette note, elle est très importante parce que, ça va finalement rendre compte de votre affinité avec ce thème-là, en rapport avec la population générale. Je vais prendre un exemple très simple qui généralement est assez parlant. Je vais prendre quelqu'un en France qui est intéressé par le football américain. En France, c'est pas vraiment un sport très populaire. En tout cas, cette personne, elle consulte du contenu football américain et comme en France, c'est pas quelque chose de très populaire, bah, il va vite se démarquer du reste de la population. Il va monter à 10, 15, 20 sur 20 en score d'affinité. On prend la même personne avec la même consommation de contenu, on l'envoie aux États-Unis. Bah, là-bas, c'est un sport qui est beaucoup plus populaire. Bah, cette personne là-bas, son score, il va peut-être être plutôt de 5. Parce que, bah oui, en comparaison au reste de la base, bah, il a un intérêt qui est beaucoup plus faible. Donc c'est très important parce que voilà, c'est pas simplement j'ai montré un intérêt, c'est non seulement j'ai montré un intérêt, avec une force, donc une fréquence de consultation de ce contenu-là, qui est plus ou moins forte par rapport au reste de la population.
Donc quand je vais chercher les gens qui sont 20 sur 20, c'est non seulement des gens qui sont très intéressés, mais qui se démarquent du reste de la population. Donc ça, c'est très fort et ça va être très utile justement dans la construction d'un lookalike. Sur la partie droite, du slide, voilà, on montre quelques exemples, hein, de segments d'intérêt, de moments de vie. On en a plus de 200, hein, donc voyage, santé, cuisine, il y a la vie de famille, il y a l'automobile, il y a la technologie. Il y a vraiment énormément de clusters déjà existants. Après, on peut en créer des personnalisés en fonction justement de certains besoins. Donc, on a mis par exemple vegan, bio, do it yourself, voyage en train, on peut créer ce qu'on veut. Et on a des verticales qui sont déjà utilisables en fait pour l'automobile, pour le luxe, la banque assurance, pour toujours plus de précision et surtout pour plus de simplicité. C'est-à-dire que vous n'avez pas à les construire, ils sont déjà là, ils sont déjà, disponibles. Donc si je reprends mon cas de mes amateurs et mes amatrices de café, j'ai toujours ma population générale, mais cette fois-ci, je vais faire un zoom vraiment sur les amateurs de café et dans mon café, je leur ai demandé de me donner leur cookie Weborama. Bon, ça vraiment, j'embête tout le monde dans ce café, mais ils m'ont donné leur cookie Weborama et je suis allé voir dans la base de données Weborama quels étaient leurs intérêts. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas seulement le vélo, il n'y a pas seulement le fast-food, il n'y a pas seulement la vie de famille, il y a tout un tas d'intérêts que certains ont et que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est finalement une base de données, donc en l'occurrence celle de Weborama, qui va être en capacité de me dire, bah, en fait, il y en a certaines personnes, là, il y a quand même, je sais pas, 25% des personnes dans le café qui sont en cours de déménagement, il y en a 10% qui préparent un voyage, il y en a 50% qui travaillent en finance, etc. Donc c'est tout un tas de combinaisons qui vont m'aider à mieux comprendre la population de ce café-là et surtout d'aller voir après dans la population générale ce que ça donne. Donc côté Weborama, on va utiliser ces 200 critères finalement par défaut avec les 20 niveaux d'intensité, donc 4000 variables explicatives. Donc, pour chaque personne, dans ce café-là, on va dire, bah, sur les 4000 variables explicatives, où est-ce qu'il se positionne? Et ça va nous permettre tout doucement de dire, bah, il y en a vraiment, il y a plusieurs personnes qui sont en commun, d'autres qui se différencient. Il y a des intérêts qui sont absolument pas présents dans ce café. Par exemple, imaginons, personne n'aime le thé. C'est une possibilité que dans un café, personne n'aime le thé. Donc ça va être utile pour aller chercher des gens qui sont équivalents, surtout avec beaucoup plus d'informations. C'est très important, ces critères, parce que et les niveaux d'intensité, parce que la plupart des algorithmes de lookalike se basent sur l'appartenance ou non aux critères. Donc, bah, je suis intéressé, oui, non, par la pizza. Et ça, finalement, c'est pas forcément très précis. C'est oui, je suis pas, forcément, un fan de pizza, mais j'aime un peu ça. C'est important toujours en termes de critères explicatifs. Donc la donnée a un vrai rôle, hein, sur la précision et sur la compréhension des personnes qui sont présentes dans ce café-là. On va parler un peu des algorithmes, parce que finalement, là j'ai une donnée, maintenant je vais avoir besoin d'un algorithme pour faire tourner tout ça. Alors là, ça va être des schémas un peu barbares, mais c'est pour vous faire comprendre un peu les différents types d'algorithmes. Là, on va être sur quelque chose qui est très linéaire. Bon bah super, j'ai une population à droite, j'ai une population à gauche, j'ai bien séparé mes deux populations, donc je les comprends très bien. Ça paraît simple, mais en réalité, un jeu de données, il va plutôt ressembler à ça. Donc, à partir du moment où on a un jeu de données comme ça, l'algorithme linéaire, on voit bien que, bah, là, il y a quelques difficultés quand même pour, séparer les individus qui ne sont pas les mêmes et évidemment rassembler ceux qui sont les mêmes. Donc cet algorithme-là, il a un peu du mal et je pense que si on calculait, la précision finalement de ce calcul-là, on sera peut-être à 50, allez 60 si on a de la chance, pour cent de précision. C'est-à-dire qu'on a quand même la moitié des utilisateurs ici qui sont mal classés. Chez Weborama, par défaut, on va travailler avec un arbre de décision. Donc ça, c'est ce qui est disponible par défaut dans la plateforme marketing, qui est très simple à utiliser. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire une petite démo, mais qui nécessite pas en tout cas de beaucoup de connaissances, scientifiques ou techniques. C'est vraiment utilisable après une petite formation. L'arbre de décision, là, on se rend compte qu'avec ce jeu de données réelles, c'est un peu mieux classé. C'est pas non plus parfait, il y a encore quelques petites incohérences, mais globalement, on se rend compte que dans chaque, sous-division, on resserre de plus en plus les populations qui sont identiques et on évite d'avoir un peu de pollution de populations qui ne sont pas les mêmes. Là, si on devait faire un calcul, en termes de précision, on doit atteindre 80-85 de précision. Donc on est pas mal, on a déjà une plutôt bonne précision, on est presque prêt finalement à activer. Certes, il y aura une imprécision, mais il y en aura, malheureusement toujours, surtout dans un algorithme, vous allez voir, qui est facile à utiliser et qui est très visuel. Très visuel parce que, bon là, c'est un peu en mode schéma, mais vous verrez tout à l'heure, c'est très simple. Je vois qu'à gauche, je vais avoir les personnes qui ont toutes tel intérêt, à droite, toutes tel intérêt et cetera. Donc c'est assez facile à visualiser. Si on veut encore plus de précision,
Il y a encore d'autres algorithmes qui peuvent exister et ça, par contre, on va avoir besoin de data scientists. On voit déjà que c'est beaucoup moins visuel, donc là, en termes d'explication, marketing visuel, faut bien se tenir parce qu'on va avoir du mal à aller chercher chaque sous-case pour expliquer chaque, sous-appartenance, finalement. Mais, bah, là, pour autant, on a une précision qui est très forte. On atteint, 95-99 de précision. Il y a très peu d'intrus dans chaque sous-division. C'est très précis. Par contre, bah, ça demande cette fois-ci un travail humain. Ça demande, l'implication de data scientists, de data stratégistes pour déjà comprendre, le besoin de départ et ensuite pour construire l'algorithme avec le jeu de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus avancé, qui est faisable non seulement par, les data scientists de Weborama, mais aussi par les vôtres. Parce qu'en fait, finalement, le résultat de ces algorithmes-là peut être ingéré dans la plateforme marketing Weborama pour ensuite les activer. Donc il n'y a pas de blocage, c'est juste que finalement l'arme de décision, c'est quelque chose qui est très simple, déjà très efficace, très visible, utilisable par un grand public finalement et qui sera activable. Alors qu'ici, ça va être un peu de travail manuel, mais qui sera tout autant activable, tout autant réutilisable, dans la marketing platform. Alors, justement pour rentrer un peu plus dans du concret, dans comment ça fonctionne. Heu, Juste une petite vue de cette plateforme donc qui est au centre. Je vais pas non plus rentrer dans trop de technique, mais cette plateforme, elle va être en capacité finalement d'ingérer des données. Donc des données de vos sites web, des données de vos applications, de vos campagnes médias. Donc que ce soit avec notre ad serveur ou un autre ad serveur, on est en capacité d'ingérer, vos données médias et tout type de données seconde et third party. On parlait de la donnée Weborama, mais évidemment si vous en achetez ailleurs, en fait, c'est des données que vous pouvez ingérer. Une fois que toutes ces données sont dans l'interface, vous allez pouvoir faire de la segmentation, vous allez pouvoir faire des lookalikes. Donc en fait, les lookalikes, ils vont se baser, vous allez chercher des données, par exemple, de votre CRM, vous allez chercher des données de votre site web, et vous allez chercher à faire un lookalike de ces personnes sur la base de données, à nouveau, soit les vôtres, soit des données seconde partie, soit, comme jusque-là on en discutait, les données third party Weborama et la capacité, donc avec, des services soit Weborama, soit les vôtres, d'ingérer vos propres algorithmes, vos propres, finalement, choix finalement, scientifiques, sur les lookalikes dans cette plateforme également. Et ensuite on active, possibilité d'envoyer alors là on a mis, des V360 mais dans l'absolu AppNexus, MediaMath, Adobe, vous activez vers votre DSP, vers votre trade desk, vers votre ad serveur. Vous allez être, vers votre CRM potentiellement et surtout vous allez pouvoir en tirer des insights. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Ça devient une source de données qu'on peut réingérer et qu'on peut retravailler. Je vais vous montrer une petite démo sur comment ça se visualise dans l'interface. Alors je vérifie qu'on voit bien, c'est bon. Donc là, je suis dans la marketing platform et on a créé plusieurs lookalikes. Alors chez Weborama, on les appelle les cyclones, mais globalement, c'est des lookalikes. Je vais prendre celui qui est tout en bas, donc qui est un exemple. Hem, Vous allez voir, alors je vais d'abord en créer un plutôt d'ailleurs, faire dans votre sens. Je vais créer un lookalike, pour montrer juste la simplicité de création. Je vais donner un nom, donc mon nom de lookalike. Je vais sélectionner un élément positif, donc l'élément positif finalement c'est la population que je souhaite étendre. C'est voilà, je souhaite étendre par exemple les personnes qui sont allées sur mon site e-commerce. Je souhaite étendre les personnes qui ont mis au panier, je souhaite étendre les personnes qui ont acheté. Ça, vous avez vraiment le choix, vous choisissez, finalement la source qui vous intéresse à étendre. Je clique sur OK, j'ai l'univers. Alors l'univers, c'est ce avec quoi je vais les comparer. On en discutera un peu après, mais par défaut, toute la base de données. Après, je peux aller choisir et décider de comparer avec, mes campagnes médias, par exemple. Je peux aller chercher mes exposés et je vais comparer ces utilisateurs-là. Bon, par défaut, j'ai pas trop d'idées. Je vais juste mettre, l'élément, négatif, donc l'univers de comparaison comme étant la base de données Weborama. Donc on va supposer une population représentative française, puisqu'on couvre une large partie. Et c'est à peu près tout. Là, j'ai juste à faire sauvegarder et ça sera tout. Alors il y a d'autres petits critères de configuration un petit peu plus avancés, donc on voit si on peut changer des valeurs, il y a d'autres petits points ici. Mais globalement, là, je peux cliquer sur save et c'est bon. Ça va prendre à peu près 2 heures à être généré, donc là, on n'aura pas le temps de voir le résultat, mais dans 2 heures, en vrai, j'aurai du coup le résultat. Dans le cadre de cette démo, on en a créé d'autres, hein, juste d'exemple pour que vous voyez un peu le cas. Donc, je vais prendre celui qui est tout en bas. Donc,
ce qui est intéressant, c'est de voir que je suis parti de 426 utilisateurs. Donc dans ce lookalike, j'avais 426 utilisateurs, j'avais besoin de trouver plus de personnes, à partir de ces 426 utilisateurs. On a fait tourner l'algo et on s'est retrouvé avec cette courbe. Donc cette courbe, elle rend compte du volume pour la performance. Donc si je prends un point qui est très bas sur cette courbe, je vais avoir un volume qui est assez élevé, donc on va dire qu'en fait c'est la base de données Weborama en bas, hein. On va arrondir pour simplifier à 100 millions de profils. Donc là j'ai presque 37%, donc 37 millions de profils avec un gain de 1,5 fois. Donc en fait, ces utilisateurs-là ont 1,5 fois plus de chances, statistiquement, hein, c'est probabiliste évidemment, mais ils ont 1,5 fois plus de chances de convertir, si on parlait d'une action de conversion, de refaire l'action, en tout cas de mes utilisateurs de base, en comparaison avec les 63% restants de la base de données qui ne sont pas sélectionnés. Bon, 1,5 fois, c'est pas énorme, et en plus je me retrouve avec un volume qui est énorme, avec une performance qui est pas top. À l'inverse, si je vais très haut, bah là, j'ai un gain de 5 fois. Donc ces utilisateurs vont avoir 5 fois plus de chances de convertir par rapport au reste de la population, donc par rapport aux 98,5% de la population. Par contre, effectivement, bah, j'ai plus que 1,5%, mais 1,5%, c'est déjà 1,5 million. Je suis parti de 426 utilisateurs et j'en ai retrouvé 1,5 million dans la base de données Weborama. Donc l'incrément est énorme. L'incrément est énorme en termes de volume et le gain espéré aussi est énorme. Alors là, tout le jeu, évidemment, ça va être de sélectionner le point le plus approprié en fonction du volume à livrer, en fonction de la performance attendue. Donc ça va dépendre, on va pouvoir dire: «Bah tiens, j'ai besoin quand même de 10 millions de profils, un gain de 3, c'est déjà pas mal». En réalité, rien ne nous empêchera en cours de campagne de changer le point, par exemple, parce qu'on a besoin de plus de précision et qu'on est, voilà, on a besoin de performance. Et à l'inverse, on préfère dire: «Bah, je préfère aller chercher plus de personnes, aller un peu plus largement, sur la population française, que je vais toucher plus de personnes et je peux descendre un peu plus bas, avoir un peu moins de performance estimée, mais avoir un plus large volume, de personnes touchées». Si je prends un point, toute la force finalement, de cet algorithme, donc de d'arme de décision, c'est qu'il est en capacité de vous donner toute la transparence de son travail. Donc il y a rien qui est caché, c'est pas une boîte noire. Vous voyez exactement ce que l'algorithme a fait. Et ça, c'est utile pour 2 choses. C'est déjà, ça vous permet de contrôler que tout va bien, mais ça vous permet aussi d'apprendre des choses. C'est un peu presque de l'insight, alors en mode simplifié, hein, mais ça vous donne quelques informations sur votre population de base. Donc si je reprends, on va pas rentrer dans trop de détails, mais je vais reprendre quand même quelques informations. Je reprends là, j'ai mes 426 utilisateurs de base. Et en fait, on va faire le travail qu'on a vu, plus tôt dans le schéma. On va dire, bah, quels sont leurs points, de différenciation et au contraire, quels sont leurs points de rassemblement. Donc tout à l'heure, par exemple, on parlait, pour le café, on parlait, bah, il y avait un intérêt pour le fast-food, il y avait un intérêt pour le vélo, un intérêt pour la vie de famille, qui rassemblait un certain nombre de personnes. Là, l'algorithme, il fait exactement la même chose. Il va dire, bah, sur ces 426, j'en ai 127 à droite qui ont montré un intérêt pour la Catch-up TV avec une force, donc là on retrouve les fameux quantiles supérieurs à 0,5 dans la base de données Weborama. Donc ces personnes-là, là, ces 127 qui partagent cet intérêt commun de Catch-up TV, ils ont plus de chances de convertir, donc on voit que le gain, qui est ce premier chiffre en haut, a augmenté, il est passé à 1,93. Par contre, bah oui, mon volume ne représente que 14% de la base de données Weborama, on a perdu en capacité d'activation, en volumétrie d'activation, j'ai plus que 15 millions d'utilisateurs que je peux activer. L'algorithme, il va continuer, il va dire, bah, sur ces 127 à nouveau, c'est là toute la complexité, je peux pas simplement, dire, bah, les 3 intérêts, vélo, fast-food et vie de famille, ça veut dire j'aime le café. Non, il y a d'autres, sous-catégories, d'autres sous-segmentations qui vont être importantes parce que parmi ces 127 personnes, je me rends compte qu'à nouveau, j'ai un certain nombre de personnes, 72 ici, qui ont un intérêt pour le tourisme, alors qu'à gauche, j'ai 55 qui n'ont pas cet intérêt. Donc je sous-divise à nouveau ma population. Et pareil, je me rends compte, tiens, ceux qui ont un intérêt tourisme ont plus de chances de convertir. Et je refais le boulot. À la fin, c'est sur l'emprunt. Et on se rend compte d'ailleurs que cette petite case-là, bah, c'était notre premier point. Donc le gain à 5, une base de données à 1,5%, je retrouve bien mon premier point. Après, l'algorithme, il ne s'arrête pas vraiment là. C'est-à-dire que si je reprends au début, à gauche, j'avais les personnes qui n'étaient pas intéressées par la Catch-up TV et je vois que le gain, il baisse. Ah oui, finalement, quand je me suis rendu compte, ceux qui n'ont pas cet intérêt-là, de façon générale, ils ne sont pas intéressés, enfin, ils vont pas convertir. Mais en fait, je vais pas m'arrêter là. Je vais me dire à nouveau, parmi cette population, parmi ces 299 personnes, quels sont les points communs, les différences? Et là, je me rends compte, il y a le sport. Et bah, je me rends compte que finalement, ceux qui ne sont pas intéressés par la catch-up TV, mais qui sont intéressés par le sport,
Bah, à nouveau, c'est 71 personnes, le gain augmente. Donc j'ai bien fait de ne pas les éliminer. J'ai bien fait de les conserver et de refaire le travail sur eux. Et d'ailleurs, si je continue encore, l'intérêt famille, l'intérêt art, ah bah, cette population-là, elle a quand même un gain de 4,68. Elle représente 1,13% de la base, mais un gain de 4,68. On était à deux doigts de les éliminer au début en disant, bah non, ils sont pas intéressés par la catch-up TV, ils vont moins convertir, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, pourtant, on a bien fait de ne pas les éliminer. Donc c'est là tout l'intérêt, voilà, d'avoir une base qui est très granulaire, parce que ça va me permettre d'aller chercher parfois des petits intérêts, vraiment des signaux faibles qui vont me dire: «Bah, ces personnes, malgré tout, il ne faut pas les éliminer dans mon activation parce que, bah, ils sont très proches finalement de ma population de base». Et ça finalement, une fois que je suis assez content de la volumétrie, du gain estimé, je vais pouvoir faire sauvegarder et je vais pouvoir ensuite l'envoyer, vers mon DSP, vers Google, vers Nexus, vers MediaMath, vers The Trade Desk, et cetera. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment une création qui est très simple. On clique sur créer, je choisis ce que je veux, finalement, augmenter, je clique sur save, c'est réglé. C'est un algorithme, pardon, qui est très simple et qui, délivrera déjà beaucoup de performances. Après voilà, comme on le montrait tout à l'heure, hein, sur les schémas, évidemment, il y a une limite à ça. Va y avoir toujours une imprécision quelque part et c'est uniquement par l'aide de data scientists et de data stratégistes qu'on va pouvoir rajouter la précision qui nous manque. Mais rien que là, très simplement, produit sur l'étagère, un profil non technique, non data scientist est en capacité, avec une petite formation quand même sur deux trois petits points, est en capacité de créer des lookalikes très rapidement et de les activer en moins d'une journée. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits cas d'usage, justement pour activer ces points. Donc, je vais prendre un utilisateur cette fois-ci qui vient de mon CRM. Parce que bah, là, jusque-là, on parlait de lookalike, de personnes qui convertissent, qui passent sur mon site, qui font une action, mais finalement, je peux faire aussi un lookalike sur mon CRM. Donc Adèle, en l'occurrence, est dans mon CRM et elle a souscrit à une offre, par exemple un forfait téléphonique, on va dire. Elle est dans mon CRM et j'ai pas d'informations digitales first party sur elle. Elle s'est pas connectée au site, elle n'est pas allée voir des nouveaux téléphones, elle n'est pas passée sur une page de résiliation ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas d'informations particulières digitales sur elle, mais j'ai les informations de CRM. J'ai quand même réussi à avoir des informations sur son profil third party Weborama et je vais comparer son profil avec la base qu'on suppose représentative de la population française, donc la base Weborama. Alors évidemment, dans ce cas-là, je compare qu'une personne, donc c'est juste un cas d'usage assez simple, mais évidemment, dans ce cas-là, je vais avoir un nombre d'informations qui va être assez limité, ce qui est assez logique. Mais c'est pas très grave, je vais comparer avec la population générale et je vais voir Adèle, un peu comment, enfin quelle personne en France, ressemble à Adèle. L'algorithme va tourner et vous allez à nouveau vous retrouver finalement avec cette courbe-là. Alors là, je suis parti avec très peu d'informations. J'ai comparé une population générale. C'est-à-dire que, en fait, je navigue un peu à l'aveugle. Je ne sais pas trop à quoi comparer Adèle, elle a pas d'informations digitales sur mon site, j'allais pas exposer des campagnes. Comme je ne sais pas à quoi la comparer, mon point de départ, c'est de dire: «Je vais comparer la population générale». Ça perd un peu en précision, mais c'est un bon début. Donc je vais avoir évidemment une toute petite partie de la population qui sont exactement comme Adèle, et cetera, et cetera. Donc on retrouve un peu, voilà, cette même courbe que tout à l'heure. Tout en haut, j'ai des personnes qui ressemblent beaucoup à Adèle et qui ont de fortes chances de souscrire à mon offre. Et en bas, j'ai une grande partie de la population qui ne lui ressemble pas beaucoup et qui du coup a moins de chances de souscrire à mon offre. Mais encore une fois, là, il y a un biais parce que j'ai très peu d'informations sur Adèle et surtout je la compare à une population générale qui est très large. Mais c'est pas grave, je vais décider d'activer. J'ai décidé d'activer et on passe un peu à mon deuxième cas d'usage finalement, c'est que j'ai choisi un point qui me donne un minimum de volume, un minimum de performance. Je vais l'activer, voilà, sur DV360 par exemple et je vais avoir 2 types de populations. Je vais avoir une population qui va très bien répondre à la campagne, qui va convertir, donc c'est top, je suis content, ce lookalike fonctionne bien et je vais avoir d'un autre côté, des personnes qui ne convertissent pas. Ah ben, ce lookalike ne fonctionne pas bien. Donc en fait, je suis un peu mitigé là, je me dis: «J'ai un mélange entre d'un côté des utilisateurs qui fonctionnent super bien et de l'autre, d'autres non». Et c'est tout l'intérêt de ce second cas d'usage, c'est je suis parti d'un lookalike à l'aveugle, je l'active, maintenant je vais vouloir comparer ceux qui ont converti, qui ont souscrit à une offre, non plus à la population générale française, mais cette fois-ci aux exposés à la campagne. Quelle différence ça fait? Plutôt que de prendre des gens au hasard, dans la rue pour leur demander, «Pourquoi vous avez acheté mon forfait téléphonique?» ou «Pourquoi vous ne l'avez pas acheté?» Je vais poser cette même question,
mais à des gens qui ont été exposés à mon message. Donc comment ça se fait que quand je fais une pub qui est super, avec une super promo, comment ça se fait qu'il y en ait certains, qui convertissent et que d'autres non? Donc là, je resserre complètement ce cercle, je compare plus à 50 millions de Français majeurs, je compare, potentiellement à 10-15 millions de Français qui ont été exposés à mon message. À nouveau, cette fois-ci, je vais comparer les points communs, les différences entre au centre ceux qui ont converti et à l'extérieur ceux qui n'auront pas converti. D'ailleurs, je peux encore resserrer le cercle. Je pourrais très bien dire, je veux comparer ceux qui ont converti avec non pas les exposés à la campagne, mais avec ceux qui ont cliqué, qui sont arrivés sur mon site. C'est-à-dire qu'ils ont montré un intérêt pour ma campagne, pour mon message, ils sont arrivés sur mon site, mais ils n'ont pas converti. Donc rien ne nous empêche encore de resserrer un peu ce cercle-là, ce qui va nous apporter de plus en plus d'informations sur pourquoi certains convertissent et d'autres non. À nouveau, je vais me retrouver avec une courbe, cette fois-ci de plus en plus précise. J'ai de plus en plus de points de comparaison. Donc c'est de plus en plus intéressant d'un point de vue scientifique. Donc cette fois-ci, j'ai des gains très élevés avec une toute petite partie de la population et je vais avoir des gains un peu plus légers, pardon, mais avec une population qui est plus grande. Donc je suis assez content et je vais pouvoir ces exposés-là, enfin ces personnes-là, pardon, à nouveau les activer. En fait, c'est un cycle. Je vais les activer sur DV360. Pourquoi pas d'ailleurs sur Salesforce? Si, jamais sur certains, je retrouve des prospects avec, j'ai leur email, j'ai leur numéro de téléphone, dans ce lookalike là, je retrouve des prospects, je pourrais très bien les activer sur Salesforce pour leur envoyer un SMS, un email. À nouveau, c'est un cycle. Je vais récupérer des exposés, je vais récupérer des personnes qui ont été exposées à mon message, soit sur le web, soit par SMS, et cetera. Je vais en avoir certains qui vont convertir, d'autres non. Je les réimporte dans la marketing platform et je les retravaille. C'est vraiment un cycle, hein, et pour vous remontrer rapidement le schéma de tout à l'heure, c'est important, c'est un cycle. C'est-à-dire que je collecte de la donnée, je les travaille, je les active, je vais avoir des bons résultats, je vais avoir des moins bons résultats. Qu'ils soient bons ou moins bons, il ne faut pas s'arrêter là, il faut toujours les faire revenir dans la plateforme pour les analyser, pour mieux comprendre. Et même quand ça marche, hein, c'est très important. Pourquoi ça a marché? C'est important de le savoir, c'est important de toujours un peu creuser plus loin plutôt que de se dire: «C'est un pur hasard, c'est une pure chance, c'est génial». Et ceux qui n'ont pas fonctionné, l'algorithme lookalike, il est pas non plus magique. Il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse avec cette donnée-là à pourquoi ceux qui n'ont pas marché, n'ont pas marché. Est-ce que c'était pas du tout leur cœur de cible? Je vais donner un exemple, hein. Si par exemple, je ciblais, je sais pas, des personnes, qui adorent la voiture avec une pub de vélo, peut-être que ça marchera moins bien, c'est logique, que, des urbains qui sont intéressés par le vélo. Donc il y a une certaine logique en fonction de la cible, ça va plus ou moins bien marcher et c'est ça qui va m'apporter de la connaissance. Et surtout, c'est ça que je vais pouvoir aussi redescendre dans mon CRM. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais pouvoir dire, sur mes lookalikes, sur les personnes qui ont bien marché, moins bien marché, je peux redescendre cette information dans mon CRM aussi, qui est basée sur du lookalike. Et ensuite, rajouter l'insight chez moi, client, ce qui permettra d'ailleurs encore à l'avenir d'améliorer mes lookalikes qui sont basés sur le CRM parce que j'ai plus de contexte. Troisième petit cas d'usage, et ce sera le dernier, on va parler de lookalike seconde partie. C'est-à-dire que je reprends à nouveau, Adèle. Jusque-là, on comparait avec, la population générale Weborama. Maintenant, rien ne m'empêche de comparer ça avec, la donnée d'un partenaire. Donc on a un exemple, hein, mais dans l'absolu, on a des différents clients publishers chez Weborama qui cumulent un certain nombre d'intérêts. Le Boncoin, le groupe Le Monde, le groupe Les Échos, voilà, il y en a beaucoup à ce niveau-là, qui, d'une certaine façon, peuvent ingérer votre donnée. Donc c'est assez simple entre marketing plateforme chez Weborama, on a des ponts assez technologiques assez simples. Vous allez pouvoir dire, j'envoie un segment anonymisé évidemment, par exemple à Leboncoin, et Leboncoin va pouvoir faire tourner un lookalike sur sa donnée, et non plus sur la donnée Weborama globale, qui est déjà très qualitative, mais là on va aller chercher peut-être des intérêts un petit peu plus précis. Pourquoi? Parce que Leboncoin va peut-être avoir des informations très fraîches de déménagement, par exemple, des informations très fraîches d'intérêt d'achat automobile, et ça va être très intéressant de pouvoir utiliser ces données comme critères explicatifs. Voilà, donc cette fois-ci, on n'est plus du tout, comme je disais, hein, sur, la donnée Weibo, mais sur la donnée du partenaire et à nouveau, on va pouvoir l'activer, dans votre DSP, on va pouvoir collecter et à nouveau chercher à comprendre pourquoi certains fonctionnent bien et pourquoi certains fonctionnent moins bien. Donc le lookalike seconde partie, c'est souvent quelque chose qui est oublié, mais il faut pas oublier que le lookalike, c'est 2 choses, c'est de la donnée, un algorithme et la donnée, comme l'algorithme, peuvent varier en fonction de vos besoins. Et la donnée, voilà, on a la donnée first party, mais ne pas oublier que la donnée seconde partie est très riche et que même votre donnée first party
est très riche et peut être utilisé comme critère explicatif, surtout si vous avez beaucoup de visites. Si vous avez un large volume finalement de visites sur vos sites, heu, c'est très intéressant de pouvoir faire des lookalike first party parce qu'on a un large volume de comparaison dans un contexte qui est le même. C'est votre contexte cette fois-ci, c'est pas la population générale, c'est dans votre contexte. Alors sur l'interception, c'est une question de critères, justement, de données. Le nom de votre marque, le nom de vos concurrents, de vos produits, des produits de vos concurrents. Ça, c'est de la donnée finalement qu'on peut utiliser comme critère explicatif. Donc, à quel point un utilisateur montre un intérêt pour votre marque sur le web et s'il n'en montre pas, à quel point il montre un intérêt pour votre concurrent. Et ça peut être un critère explicatif dans un lookalike. C'est une question d'actualisation aussi. C'est-à-dire qu'un lookalike, c'est fait à un instant T finalement. Donc quand je reprends mon cas de mon café, quand j'ai fait mon sondage, un mois plus tard, les gens sont pas forcément les mêmes. Donc c'est important régulièrement de le réactualiser parce que les intérêts évoluent. Il y a un exemple qui est tout simple, hein, mais sur les intérêts d'achat, sur l'intérêt, déménagement par exemple, une fois que j'ai déménagé, j'ai plus vraiment cet intérêt. En tout cas pas pour, quelques mois minimum, quelques années. Donc ça, c'est très important, c'est la réactualisation. Sinon, on va se baser sur des données obsolètes, sur, donc votre univers de départ, sur les personnes que vous souhaitez augmenter, obsolètes, ce sont plus les mêmes depuis. Et c'est une question d'univers. Donc c'est grâce, à ceux que l'on n'a pas su convertir, qu'on peut aller chercher ceux qu'on va pouvoir convertir. Ça paraît un peu bizarre comme ça, on se dit: «Bah non, ils n'ont pas fonctionné», mais c'est eux qui vont nous apprendre énormément sur pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ne jamais, jamais les jeter finalement à la poubelle, il faut toujours les conserver dans la marketing plateforme pour pouvoir les étudier et pour pouvoir comprendre. Ça, c'est très important parce que, souvent des gens se disent: «Bah, ça a pas marché donc, tant pis, on refera autrement» et sans utiliser cette donnée-là comme finalement comme base, de d'apprentissage. Donc 2 points importants, hein, je pense sur les questions de critères, cluster search party ad hoc sur vos marques concurrentes. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait régulièrement chez Weborama, hein. Si vous êtes une marque automobile, on va créer, les marques automobiles de vos concurrents. Si vous êtes une marque de téléphone, on va créer les marques, et les modèles concurrents et cetera. Le but étant de voir si les personnes que vous croisez ont montré un intérêt plus ou moins fort pour ces marques-là et surtout plus cet intérêt sera fort, plus on va essayer de les trouver et plus on va essayer de faire une stratégie de bid plus intéressante sur eux. Et pareil, du coup, avec la seconde les segments seconde partie, c'est un peu ce que je disais, si Le Bon Coin, Le Monde, Les Échos possèdent des informations sur vos marques concurrentes, c'est très intéressant d'avoir ce type de données comme variable explicative dans un lookalike. Alors il y a quelques pièges, je pense que la plupart des gens sont bien au fait de ça, mais c'est toujours important de les redire. La bonne data, ça ne veut pas dire de la bonne performance. On aimerait bien, mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. C'est l'ensemble de la stratégie qui doit être de qualité, donc certes de la bonne data, que ce soit de la SERN, de la FIRST, il faut que tout soit, de qualité, donc par exemple sur votre FIRST correctement collecté, correctement segmenté, pour pas qu'on se retrouve avec un mélange qui soit incohérent. Il faut un bon message. Bah oui, si vous vendez une voiture et que votre message, c'est: «Je vends des vélos», c'est incohérent. Je raisonne pas à l'absurde, hein, mais c'est pour vous dire évidemment que si vous avez une bonne data, mais que le message n'est pas bon, que la créa n'est pas bonne, il faut que la créa donne envie, que la stratégie de ciblage n'est pas bonne. Parce que vous pouvez avoir une data qui est la meilleure du monde, si votre enchère n'est pas suffisante, vous n'aurez pas de performance et le bon cycle d'apprentissage. C'est toujours, hein, la même chose, ne rien perdre, toujours continuer à apprendre. Le lookalike finalement, tout comme de façon générale les projets data, c'est des projets qui ne s'arrêtent jamais et qui nécessitent en permanence d'apprendre, de comprendre qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est ma donnée? Est-ce que c'est mon algorithme? Est-ce que c'est ma créa? Est-ce que c'est mon message, mon ciblage? Il faut en permanence tout revoir. En permanence, pas tous les jours non plus, mais régulièrement tout revoir, se remettre en question pour justement se dire: «J'ai besoin de performance, qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter?» Voilà pour, globalement, cette présentation. Je vais prendre quelques questions si vous en avez. Donc vous avez une petite box normalement avec GoToWebinar pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, j'ai une première question donc qui est: «Par défaut, l'algorithme utilise de la donnée Weborama, puis-je utiliser de la donnée d'un autre partenaire?» Alors c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de limite dans la donnée qu'on utilise. Donc, par défaut, le produit sur l'étagère chez Weborama dans la suite marketing, c'est évidemment notre base de données. Maintenant, rien ne vous empêche de dire: «J'ai acheté de la donnée, chez, je sais pas, Sœur Data, chez LiveRamp, chez tel ou tel partenaire et je veux utiliser cette donnée sur, le lookalike». Alors l'algorithme, cette fois-ci, il va pas avoir, à disposition les quantiles,
parce que c'est généralement, les autres data providers ne fonctionnent pas avec des quantiles, mais plutôt, comme je disais au début, l'appartenance ou non à un segment. Mais l'algo va pouvoir utiliser, bah, comme, le en fait, cet opérateur booléen. Est-ce que la personne est dedans ou pas dedans? Comme critère explicatif et du coup, pas sur la base Weborama effectivement, mais sur la base d'un autre partenaire et d'ailleurs, rien n'empêche, dans l'absolu de mélanger. Alors je pense que c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là parce qu'on se retrouve avec, une diversité, de la donnée qui est peut-être, pas top pour finalement la qualité, on va dire, mais globalement, je pourrais très bien mélanger tout type de données comme variable explicative. Il y a pas de blocage technologique, en fait, là-dessus. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut créer une audience en combinant des lookalikes et d'autres audiences dans la marketing platform? Alors oui, complètement aussi. Donc en fait, ce qu'on fait quand on a créé un lookalike, tout à l'heure, je vous ai montré dans la démo, on l'enregistre et en fait, quand on enregistre ce lookalike, ça devient une audience. Donc une audience, c'est un terme parmi d'autres dans les marketing platforms, mais une audience finalement, c'est, quelque chose qui va vivre avec des cookies, des identifiants digitaux globalement qui vont rentrer, qui vont sortir en fonction de est-ce qu'ils répondent ou pas au lookalike? Est-ce qu'ils répondent ou pas à ma règle d'attribution? Je vais pouvoir les activer tels quels, mais je vais pouvoir éventuellement, faire un croisement, faire un ou dans la marketing platform. Donc je pourrais dire par exemple: «Tiens, mon lookalike, de convertisseur, je veux absolument» et je vais faire une règle et dans ce cas-là, «je veux absolument que ces personnes, soient situées en Île-de-France», par exemple. Parce que mon cœur de cible, ce qui va m'intéresser, ça va être l'Île-de-France. Ou alors je souhaite, absolument que ce soit, dans, je sais pas, en Bretagne. À ce niveau-là, j'ai pas de je peux croiser avec une position géographique. Je peux aussi croiser avec ma propre donnée. Je veux absolument qu'ils aient au moins eu une fois une interaction avec moi. Donc que ce soit dans mes campagnes médias, que ce soit sur mon site internet, que ce soit dans mon CRM. Donc dans ce cas-là, je vais dire, bah, donc mon lookalike et donc ouvrez les parenthèses et mes campagnes médias ou mon site internet ou mon CRM ou mon application mobile. Donc ça, c'est vraiment effectivement, je peux croiser, autant que je veux. Je peux combiner plusieurs lookalikes. Alors là, par contre, on perd beaucoup en précision, mais je pourrais très bien dire: «Je fais 2 lookalikes différents et je vais les activer, de façon combinée». C'est aussi une possibilité pour augmenter le volume. Donc imaginons que je prenne, sur 2 lookalikes les 2 points les plus hauts, donc les 2 points les plus performants sur, 2 types de convertisseurs différents. Bah, je pourrais très bien faire la même campagne sur eux, par exemple, en choisissant les plus précis pour éviter non plus de se retrouver avec, 50 millions de cookies qui sont quand même très généraux. Alors, j'ai une autre question. Donc c'est comme ça que je la comprends, comment activer, mon lookalike dans le CRM en sachant que je n'ai pas de cookies dans le CRM? Alors effectivement, donc ça c'est un petit peu plus tout petit peu plus technique. Effectivement, vous n'avez pas de cookies dans votre CRM, en tout cas a priori au départ. On va travailler sur ce qu'on appelle de l'onboarding. Donc ça va être, de la connexion à votre espace client, par exemple, sur le site internet. Donc un utilisateur qui se connecte à l'espace client, il a un cookie, il a un identifiant client et la marketing plateforme, elle va faire ce rapprochement. Donc elle va dire tel cookie est égal, tel identifiant client. On va utiliser potentiellement des onboarders. Donc en France, on a 3 principaux, on a Graphinium, Temelio, LiveRamp, qui vont nous donner cette information. Donc ils travaillent avec des réseaux de partenaires et qui vont dire, bah, tel cookie égale tel identifiant client. Tout ça, la marketing platform, elle le conserve, elle conserve ses bases de correspondance. Et si je souhaite activer finalement mon lookalike vers mon CRM ou mon PRM, donc par exemple, on parlait de Salesforce tout à l'heure, en fait, la marketing platform va faire le switch, va essayer de dire, bah, sur tous ces cookies-là, je vais donc de lookalike, je vais essayer de retrouver les identifiants clients ou les identifiants prospects. Alors évidemment, il va pas réussir à trouver tout le monde parce qu'on parlait d'incrément de volume tout à l'heure quand je passe, sur la démo de 500 profils à, potentiellement 30 millions. Évidemment, vous n'avez pas 30 millions dans votre CRM ou votre PRM. Mais sur ces 30 millions ou sur ces 10, sur ces 5, selon la précision que vous aurez choisie, je vais essayer de voir lesquels je connais dans mon CRM, dans mon PRM. Et après, bah, la plateforme, elle va faire le switch, elle va dire, bah, tel cookie, c'était tel identifiant client ou prospect, c'était telle adresse email, c'était tel, numéro de téléphone. Du coup, je vais les envoyer à nouveau dans votre, CRM ou votre PRM, soit directement, sur des serveurs, soit directement sur votre solution comme Salesforce, par exemple et je vais pouvoir les activer, du coup, après en SMS, en mailing et cetera. Et j'ai une question juste qui est liée justement, est-ce que je peux activer un lookalike sur Facebook? Oui, mais c'est compliqué. Heu, c'est alors le problème de Facebook, de Google AdWords, donc Customer Match, de Twitter, LinkedIn, toutes ces plateformes-là, c'est que l'activation se fait sur la base de données personnelles, donc des adresses email, alors qui sont hachées, anonymisées, hein.
des numéros de téléphone, des noms, des prénoms, code postal, et cetera. Donc il faut avoir ces informations-là. Donc ces informations, elles peuvent venir notamment de votre base CRM, de votre base PRM. Elles peuvent venir d'achats éventuellement que vous avez fait de ce type de données que vous importez dans la marketing platform. Et après, c'est le même principe que sur l'envoi CRM. C'est-à-dire que bah, je prends le collègue que je souhaite activer et la marketing platform, elle va dire bah, quelle est l'adresse email qui est liée à ce cookie. Donc sur les 5-10 millions, il va en retrouver un certain nombre et à partir de là, on va pouvoir les envoyer sur Facebook, sur Google Custom Match, Twitter, LinkedIn, etc. Donc ça nécessite, voilà, des informations personnelles sur ces internautes, donc adresse email, numéro de téléphone. On peut malheureusement pas, juste activer des cookies vers ces environnements-là. En revanche, c'est peut-être plus simple dans ces cas-là, justement, de se dire alors c'est le grand drame finalement de ces walled gardens, hein, mais ils proposent eux-mêmes des algorithmes de lookalike. Donc à partir de votre CRM, de votre PRM, transférez ces informations-là où vous possédez déjà des adresses email et numéros de téléphone. Donc transférez par exemple un segment de personnes ayant souscrit à votre offre dont vous possédez les adresses email vers Facebook et ensuite faire tourner un lookalike dans Facebook pour activer sur Facebook. C'est c'est peut-être plus simple à ce niveau-là à partir du moment où bah, vous avez déjà ces adresses mail-là, donc c'est plus logique d'aller faire le lookalike directement dans Facebook. En revanche, ne pas oublier après de traquer la campagne. Alors avec Facebook, on ne peut pas traquer les exposés, mais on peut traquer les cliqueurs pour ensuite à nouveau les ingérer dans la marketing platform et refaire ce travail de comparaison, de dire bah, cette fois-ci, certes l'algorithme qui a tourné, il est côté Facebook, mais je peux très bien dans la marketing platform après réingérer l'information dans mon CRM, refaire tourner les algorithmes pour améliorer finalement mes différentes performances. Très bien, on va clore ce webinaire. Alors juste pour terminer, pour information, vous allez recevoir une étude qu'on a menée. Donc notre cellule Insight finalement sur bah, la situation actuelle, hein, du Covid au confinement, sur les bouleversements des comportements et des changements finalement qui ont eu lieu et qui se présentent, hein, pour l'avenir. Donc on a créé une petite étude qui est très intéressante et vous allez la recevoir aujourd'hui par mail. Donc on vous invite à la consulter, et bah, à nous faire vos retours éventuellement si vous en avez. Je vous remercie beaucoup pour, d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à nous contacter. En plus, on se fera un plaisir évidemment d'y répondre. Merci à tous et très bonne journée.